centre de Rotten avec Julie. Oh, il est bon. Et le but de l'AS Monaco. Oh, le troisième but de l'AS Monaco. Il est signé Ludovic Julie. Regardez votre chrono. C'est fini. Et le voilà, ça, le but de Morientes. Il est bon, celui-là, il est bon. PSV Eindhoven, Deportivo La Corogne, Real Madrid, Chelsea. Tous ces clubs ont jalonné le plus incroyable parcours européen de l'histoire de l'AS Monaco. Il y a 15 ans, le club de la Principauté et son équipe d'escrocs tutoyaient les étoiles du football, se jouaient même de ces constellations de grands joueurs. Et pourtant, la plus extraordinaire des épopées n'aurait peut-être jamais pu voir le jour sans le concours d'événements a priori défavorables. Dans l'adversité, les Rouges et Blancs ont fait corps et fait rêver la France entière. 15 ans après une saison qui restera gravée pour jamais dans le cœur des Rouges et Blancs, Radio Diagonale revient à travers une série événements sur ce périple rouge. Entre le 17 mai 2003 et le 26 mai 2004, les supporters de l'AS Monaco auront connu de véritables montagnes russes, atteignant des sommets avant d'en redescendre brutalement. Cet ascenseur émotionnel prend ses sources dès la saison 2002-2003. Revenu du Diable Vauvert, l'escouade de Didier Deschamps va clôturer sa saison par une victoire 4-1 sur Sochaux en finale de la Coupe de la Ligue. Un succès qui consacre le plus coriace opposant aux champions de France lyonnais cette année-là. Mais une pointe d'amertume subsiste dans la bouche des Monégasques en cette fin de saison, car 3 jours plus tard, et encore grisés de leur succès, ils abandonneront définitivement le titre à Lyon en essuyant un triste revers à Guingamp. Ils parviennent néanmoins à déposséder Marseille de la 2e place qualificative pour la Ligue des Champions à l'ultime journée. Ce qui vaudra à Christophe Boucher, le président marseillais, ce sempiternel refrain empli d'aigreur. Pour lui, l'OM a terminé 2e car Monaco exerce une concurrence déloyale et n'a rien à faire dans le championnat de France. Si la bonne situation sportive de l'ASM laisse augurer des jours fastes, en interne, rien ne va plus. Deschamps et Campora sont en froid, et leur embrassade le soir de la finale ressemble davantage au baiser de Judas. Mais c'est sur un autre terrain que le club s'enlise. Le 28 mai 2003, soit 10 jours seulement après une saison réussie et un trophée, le couperet tombe. Monaco est en Ligue 2. Affichant un passif de 53 millions d'euros, le club de la Principauté est sévèrement épinglé par la Direction nationale du contrôle de gestion, qui ne peut logiquement se satisfaire d'un tel bilan. En janvier déjà, l'instance de contrôle des finances des clubs de football professionnels avait menacé l'ASM de rétrogradation avec, en guise d'avertissement, une interdiction de recrutement à titre onéreux. Outrés et scandalisés, les dirigeants azémistes avaient alors largement contesté les conclusions de la DNCG et promettaient de faire appel de cette sanction administrative. On allait voir ce qu'on allait voir. Jean-Louis Campora aboie, mais ne mord plus. L'homme fort du club depuis 28 ans, celui qui en incarnait l'identité monégasque, enchaîne les revers. Sur le plan politique d'abord, où il est balayé aux élections législatives de février 2003 et perd la présidence du Conseil national, fauteuil qu'il occupait depuis 10 ans. Au sein du club, sa place est aussi menacée. Sa proposition de faire racheter l'ASM par de douteux investisseurs russes est sèchement refusée. Car quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. En coulisses, le palais et le prince Albert en tête ont prononcé la mise à mort. Les tractations pour bouter le docteur Campora hors du club ont déjà commencé. Campora perd de son influence au profit des princes et de son entourage et subit la situation. Il doit accepter l'aide providentielle d'un consortium d'investisseurs monégasques, MFI, pour Monaco Football Investment, qui est mené par Michel Pastor, Adnan Oudrouge et Marco Piccinini. Le 18 juin 2003, une importante délégation menée par le président Campora va lancer son propre appel. Devant la DNCG, l'état-major monégasque va présenter les garanties financières pour permettre le maintien de l'AS Monaco dans l'élite. Le verdict est délivré le lendemain et il est positif.
l'AS Monaco évoluera bien en Ligue 1 pour la saison 2003-2004 et disputera la Ligue des Champions. Une réserve, qui ne sera pas sans conséquence, sera néanmoins émise par l'instance de la LFP, à savoir le contrôle de son recrutement. Mais Monaco peut désormais souffler. Un homme, un seul, ne résistera pas à cette entrée de MFI dans le capital du club. Le 30 juin, Jean-Louis Campora présente sa démission. Il quitte la présidence du club et son poste d'administrateur avec dignité et auréolé d'un palmarès exceptionnel. Ma décision est motivée par la qualité des actionnaires qui sont entrés dans le capital du club et qui ont investi des sommes importantes. Il est normal de laisser à nos amis les coudées franches et décider ce qui leur paraît bon pour le club, explique-t-il. Ne sentant plus sa présence indispensable, Jean-Louis Campora quitte l'ASM. Il paie à la fois la mauvaise gestion financière du club et le passage mal négocié du statut associatif à celui de société anonyme privée. Mais il paie aussi les relations fraîches qu'il entretient avec Didier Deschamps, qui incarnait le vent du renouveau et dont l'aura de joueur continuait de rayonner malgré tout. La Coupe de la Ligue 2003 sera donc le dernier trophée de sa présidence. Pas le plus prestigieux pour l'homme de 64 ans, lui qui aura accumulé 5 championnats, 3 Coupes de France, un trophée des champions et diverses autres coupes. Il aura surtout permis à l'ASM de devenir un club incontournable dans l'Hexagone et un club important en Europe. Sa figure de patriarche en imposait auprès de ses contradicteurs et faisait de Monaco un club respecté. Ses méthodes donnant-donnant permettaient aussi d'obtenir l'indulgence des autres clubs de Ligue 1 concernant les avantages fiscaux liés à la principauté. Mais depuis plusieurs mois, Jean-Michel Aulas et Christophe Boucher mènent la fronde des présidents de clubs contre l'ASM, qui peut tout de même bénéficier de l'appui du président de la Ligue. Un combat permanent pour le docteur Campora contre une croisade dont le but n'est pas tant d'effacer les avantages monégasques que pour alléger la fiscalité française afin d'améliorer la compétitivité des clubs français. Ni dans un sens ni dans l'autre, cette fronde ne sera suivie d'effets concrets. Pour lui succéder, c'est Pierre Svara qui est choisi et officialisé le 1er juillet à la surprise générale. Bien que faisant déjà partie du conseil d'administration du club, le discret homme d'affaires de 46 ans s'étonne presque lui-même de cette décision. Il rejette cependant l'étiquette du président potiche, même s'il sait que la famille Grimaldi et son conseiller spécial Franck Biancheri ont repris la main. « Je suis le président du club », clame-t-il. « C'est moi qui prends les décisions et croyez-moi, je ne serai pas un président de transition de quelques mois. » Sa mission première, c'est le redressement économique du club, mais déjà ses détracteurs sont nombreux. Le président Svara réalise la violence du milieu ultra-médiatique du football, et pour se blinder, il décide de s'entourer de seulement quelques personnes de confiance. Si l'avenir donnera raison à ses opposants de la première heure, puisqu'il ne restera qu'un an, Pierre Svara aura toutefois une grande importance dans cette saison. Sa gestion humaine et sa relation privilégiée avec Didier Deschamps seront une des clés de la réussite. Ce qui aboutira à l'un des points culminants de l'histoire du club démarre sur des ruptures retentissantes et sur un puzzle à recomposer. Et pourtant, c'est loin d'être fini.